tous, aujourd'hui je vais vous parler de conception de systèmes de culture innovants en vous donnant une illustration pour les légumes industriels. Donc j'aurai deux grandes parties, une première partie sur les fondements et grands principes de l'approche système et ensuite un exemple de mise en œuvre. Donc je commence par les fondements théoriques. En fait, l'approche système, elle s'est basée sur des travaux de recherche qui ont cherché à comprendre le phénomène de transition de systèmes agricoles intensifs vers des systèmes agroécologiques plus durables. De ces travaux ont émergé un modèle dont on parle beaucoup qui s'appelle le modèle ESR pour efficience, substitution et reconception. Ça permet en fait de décrire trois grands niveaux de rupture par rapport à un système initial. Le premier niveau, c'est celui de l'efficience, où là, l'agriculteur, il va simplement améliorer l'efficacité de techniques agricoles qui sont déjà disponibles dans son système de culture. Donc, par exemple, il va fractionner sa fertilisation azotée. Le second niveau, c'est celui de la substitution, où là, l'agriculteur, il commence à remplacer quelques techniques conventionnelles par des techniques agroécologiques innovantes. Ça va être, par exemple, l'introduction du désherbage mécanique sur une des cultures de la rotation. Et ensuite, on a le niveau de la reconception, où là, l'agriculteur opère une restructuration vraiment complète de son système, avec une nouvelle combinaison cohérente de techniques agroécologiques. Donc il va associer par exemple un allongement de sa rotation avec du biocontrôle et du désherbage mécanique sur différentes cultures. On sait maintenant que ce niveau de reconception, ça a été évoqué hier, est en fait un niveau de rupture qui est incontournable pour pouvoir créer des systèmes qui soient vraiment durables et qui réduisent de façon réellement significative, au-delà de 20% de réduction d'IFT, la dépendance aux produits phyto. Cependant, c'est une démarche qui est difficile parce qu'en fait, ça nécessite pour les producteurs de s'approprier des techniques qui sont souvent assez complexes, risquées et qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manipuler. Donc d'un point de vue un petit peu historique, les premiers travaux de recherche sur la conception innovante ont été menés aux Pays-Bas dans les années 90. Et donc c'était une équipe de chercheurs qui a essayé de concevoir des systèmes de culture écologiques à base de pommes de terre. Et à l'époque, ça avait même abouti à la création d'un label pour la production de pommes de terre écologiques. En France, ça s'est développé un petit peu plus tard, dans les années 2000. Et depuis, ça a connu un fort succès. Il y a de nombreuses initiatives qui ont vu le jour pour différentes filières, différentes cultures, différents contextes, et ça aboutit aussi à la proposition de nombreuses méthodologies. Ça a notamment abouti à la rédaction de guides méthodologiques pour les différentes filières, avec vraiment l'objectif que les acteurs de terrain s'emparent un petit peu de ces méthodes-là voilà, pour les introduire directement dans le monde agricole. Concernant la pomme de terre, jusqu'à aujourd'hui, il y a peu d'initiatives qui ont été menées vraiment avec cette approche de conception innovante. Probablement parce que c'est une culture qui est quand même soumise à des enjeux techniques et agronomiques assez forts, et probablement aussi parce qu'il existe des verrous socio-techniques qui opèrent à l'échelle de la filière. Donc sur cette diapo, je vais vous présenter les grands principes de la conception innovante et ses déclinaisons. Donc tout d'abord, je pense que c'est le plus important, la conception innovante s'est caractérisée par une approche collaborative. Donc ça veut dire qu'on va mettre autour d'une table des agriculteurs, des conseillers techniques, des scientifiques, des industriels, des distributeurs, etc. Le but, c'est vraiment en fait de réunir toutes les personnes qui vont influencer de près ou de loin le fonctionnement du système de culture. Ensuite, l'idée, c'est vraiment collectivement de définir un ou plusieurs objectifs. Donc très souvent, ces objectifs, ils sont rattachés à une volonté de réduire les produits phytosanitaires. Donc ça peut se décliner de différentes façons, ça peut être pour faire du bio, ça peut être pour suivre les recommandations du plan éco-phyto, pour faire du zéro phyto, du sans résidu, mais on peut aussi faire des systèmes de culture pour réduire les gaz à effet de serre ou réduire le temps de travail des agriculteurs. Il n'y a pas forcément cette vocation de réduire les produits phytosanitaires qui est rattachée à la conception innovante. La phase d'expérimentation, elle n'est pas systématique, mais elle est importante pour en fait passer de systèmes théoriques à des systèmes réellement implantés dans le contexte de production agricole. Et donc ça, c'est pareil, ça peut se faire de différentes façons. On peut travailler en station expérimentale, on peut travailler chez un agriculteur, dans un réseau d'agriculteurs, dans un bassin versant. Il y a plein de façons de faire. Enfin, la conception innovante, elle est caractérisée par une évaluation de la durabilité des systèmes qui sont conçus et expérimentés. Et donc ça passe par le suivi de paramètres économiques, environnementaux et sociaux.
Alors juste un petit focus sur l'expérimentation système pour vous montrer en quoi c'est différent d'une expérimentation factorielle. En fait, dans l'approche factorielle, généralement, on a un changement de pratique qui est mené sur une culture et on va chercher à comprendre quels sont les effets de ce changement de pratique sur un ou quelques paramètres mesurés à l'échelle de la plante ou de la microparcelle, typiquement le rendement ou le niveau d'attaque par un bioagresseur. Et on traite ces données-là par des analyses univariées ou multivariées. En approche système, cette fois-ci, on a un grand nombre de changements de pratique qui sont menés à l'échelle de la rotation et des ITK des différentes cultures de la rotation. Et on cherche à comprendre les effets de tous ces changements sur la durabilité globale du système de culture. Et donc cette fois-ci, on travaille plutôt avec des analyses multicritères. Ce qui est important, c'est que ces deux approches qui sont complémentaires, puisqu'en fait l'approche factorielle va fournir des idées de leviers à tester dans les systèmes de culture, et l'approche système va fournir en fait un cadre de validation des leviers identifiés en approche factorielle. Donc pour illustrer un petit peu ça de façon plus concrète, je vais vous parler du projet HappyLeg. Donc ce projet, il avait pour but de co-concevoir des systèmes de culture innovants agroécologiques pour la filière des légumes industriels en Bretagne. Et donc moi, je l'ai animé entre 2015 et 2018. Donc l'objectif, c'était bien de réduire l'utilisation des produits phyto autant que possible pour pouvoir réduire l'impact environnemental des pratiques des producteurs et anticiper l'interdiction des molécules. Donc il y avait 3 partenaires qui portaient ce projet. Picard, les surgelés, que vous connaissez sûrement tous bien. Ardo, qui est un industriel spécialisé dans la surgélation, et l'INRAE. On a travaillé avec 4 agriculteurs pilotes qui étaient tous rattachés à une coopérative, Triscalia. Et on a conduit le projet pendant 3 ans, donc on a vraiment eu 3 saisons d'expérimentation. Et donc ça a porté sur 6 légumes industriels. Donc le projet s'est déroulé en 4 grandes étapes, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter rapidement le contenu de chaque étape. Donc, dans un premier temps, on a analysé les systèmes de culture initiaux en réalisant des enquêtes auprès des 4 producteurs. Donc pour ça, j'ai passé une demi-journée avec chaque agriculteur et j'ai essayé de comprendre le fonctionnement global de son exploitation. On a décrit finement chacun de ces systèmes de culture à base de légumes. On a identifié ses problématiques majeures, les contraintes et les atouts de ces systèmes. Et on a aussi fait émerger les priorités et les envies de cet agriculteur. Donc, je vais prendre l'exemple de Gilles en fil rouge pendant ma présentation. C'était un des 4 producteurs du projet. Donc là, Gilles, par exemple, il avait une exploitation de 93 hectares. Il produisait des légumes d'industrie avec des céréales, des plants, du RGA. Il faisait aussi du tourisme. Il avait cette volonté de réduire son temps de travail et de s'engager dans des projets à taille humaine. Et il avait un système de culture légumier. Je vous ai mis la rotation en dessous. Donc la deuxième étape, ça a été de co-concevoir les systèmes de culture innovants. Et donc pour ça, on a organisé des ateliers de conception avec tous les acteurs du projet. Donc concrètement, on a consacré une journée à chaque agriculteur. Et donc il y avait un animateur, 1 à 2 représentants pour Picard, pour Ardo et pour l'INRAE. Il y avait les conseillers techniques de l'agriculteur qui étaient présents. Les 4 agriculteurs étaient conviés à chaque atelier et on invitait aussi 1 ou 2 experts extérieurs. Donc, l'objectif de chaque atelier, c'était de co-construire un nouveau système de culture abouti qui respectait les attentes et les contraintes de chaque partenaire. Donc évidemment, on s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas toujours concordant ou compatible plutôt. Et donc typiquement, en fait, les agriculteurs, eux, ils avaient cette envie bien sûr de maintenir leur rendement. Et à l'autre bout, on avait Picard qui voulait réduire au maximum les pesticides. Et donc l'enseignement qu'on peut tirer de ce projet, c'est que finalement, c'est vraiment le fait de s'être mis tous ensemble autour d'une table qui a permis d'avoir des échanges positifs et d'aboutir à la conception de systèmes qui convenaient à tout le monde. Voilà, donc là rapidement, le schéma qu'on voit à droite, c'est ce qu'on appelle un schéma décisionnel et ça représente le nouveau système de l'agriculteur. Donc là, c'est celui de Gilles. Et donc suite à son atelier, on attendait une réduction d'IFT de 30%. Donc la troisième étape, ça a été l'étape d'expérimentation des systèmes de culture innovants. Donc là, on a mis en pratique les modifications actées lors des ateliers dans les exploitations.
Donc on a vraiment demandé à chaque agriculteur de réaliser dès que possible l'ensemble des changements de pratiques actés lors des ateliers parce qu'on voulait aller vraiment dans la rupture, on voulait des changements assez rapides. Ils ont été accompagnés par l'INRAE et par leurs conseillers techniques. Et en parallèle, l'INRAE a mené quelques essais factoriels pour éprouver les pratiques agricoles les plus expérimentales. Donc pour reprendre l'exemple de Gilles, pendant son atelier, on avait acté 24 changements de pratiques potentiels. La première année, il en a introduit 12 sur son exploitation. La deuxième année, il en a introduit 15, qui n'étaient pas forcément les mêmes que l'année précédente. 15 également en 2018, etc. Et ça continue encore aujourd'hui. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, on avait quand même une adoption assez progressive des nouvelles pratiques, plus progressive que ce qu'on aurait souhaité au départ. Mais en fait, c'est un résultat qui est intéressant et qui indique finalement que la transition, elle nécessite du temps et de la flexibilité de la part des agriculteurs et des systèmes. Dernière étape, c'est celle de l'évaluation de la durabilité des nouveaux systèmes. Et donc pour ça, on a mesuré la durabilité grâce à 3 indicateurs. Donc le nombre de pratiques innovantes expérimentées, l'IFT et la durabilité globale des systèmes de culture. Donc pour le nombre de pratiques innovantes expérimentées, vous avez ici l'histogramme de l'évolution du nombre de pratiques pour Gilles. Donc à chaque fois, pour chaque année, il y a les pratiques théoriques, donc actées pendant l'atelier, et ensuite les pratiques réellement expérimentées. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, pour cet indicateur, on était plutôt satisfait parce qu'en fait, les cadres agriculteurs ont quand même introduit beaucoup de pratiques innovantes sur leurs exploitations et aussi très diversifiées. Concernant l'IFT, la tendance a été similaire pour les 4 producteurs. Donc là, dans le cas de Gilles, comme vous pouvez le voir, il a réduit son IFT moyen de 20% au lieu des 30 prévus initialement. Donc ça peut paraître un petit peu décevant au regard des objectifs qu'on s'était fixés et aussi au regard de ce que peut annoncer le plan Ecophyto. Mais en fait, replacé dans le contexte de la filière du légume industriel, qui est quand même une filière soumise à de nombreuses contraintes à l'échelle des producteurs, du process industriel et aussi de la distribution, c'est finalement un résultat qu'on a estimé être plutôt satisfaisant, d'autant plus que là, c'est que pour 3 ans et que la démarche se poursuit aujourd'hui et qu'on peut se dire que c'était la première étape d'une diminution qui va se poursuivre. Dernier indicateur, la durabilité globale des systèmes de culture. Donc pour ça, on a réalisé des analyses multicritères avec un modèle qui s'appelle DEXI PMFV, donc qui est adapté aux légumes. Donc ça donne ce type de résultats sous forme de radar avec des indicateurs environnementaux, sociaux et économiques. Donc c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu petit, mais globalement, on a observé la même tendance pour les 4 producteurs, encore une fois. C'est qu'en fait, l'introduction des systèmes innovants a permis d'augmenter la durabilité environnementale. Au niveau des paramètres sociaux, globalement, on a eu peu d'évolution. Et par contre, la durabilité économique, elle a baissé, puisqu'en fait, les agriculteurs ont quand même eu des investissements à faire, notamment dans le matériel de désarmage, par exemple. Et le modèle a aussi pris en compte l'augmentation pour eux, l'augmentation du risque de perte de rendement. Donc c'est ce qui fait que ça diminue ces paramètres-là. Voilà, donc un petit bilan sur le projet Apileg. En définitive, au bout de 3 ans, on a estimé que c'était quand même une démarche qui était plutôt positive et fructueuse, puisqu'on a réussi à concevoir et à expérimenter des systèmes de culture qui répondaient aux objectifs d'une filière qui est soumise, comme je le disais, à d'importantes contraintes au niveau de la distribution, au niveau du process et également au niveau du champ. On a mis en place une diversité de pratiques agroécologiques chez les producteurs et on a réussi à réduire l'impact environnemental des systèmes de culture, ce qui était la demande de Picard à la base. On a identifié des points de vigilance, le fait que c'est une démarche qui nécessite du temps, qui est progressive, le fait qu'il est indispensable d'accompagner les agriculteurs et le fait qu'il y a quand même une fragilisation économique des exploitations, comme je le disais, à cause de l'augmentation des risques et des investissements. En perspective, donc, le projet Apileg continue aujourd'hui. L'idée, c'était d'élargir la démarche en augmentant le nombre d'agriculteurs impliqués. Et donc, Ardo et Picard, suite aux résultats que j'ai présentés,
ont pris la décision mutuellement de rémunérer les agriculteurs engagés voilà, pour leur engagement dans cette démarche de conception innovante. Et donc à terme, l'objectif pour Picard, ce serait de proposer une gamme de légumes agroécologiques, donc ça ne s'appellera pas forcément comme ça, pour vraiment valoriser la démarche, cette fois-ci auprès des consommateurs. Voilà, un dernier diapo concernant la pomme de terre, le plan de pomme de terre, pour vous dire qu'il y a un projet qui démarre cette année qui s'appelle Optimist. Et donc ça va être un essai système pour la filière plan. Donc c'est un projet qui est porté par deux partenaires du Nord, le Comité Nord et l'UNEAL. Et donc ça va être une expérimentation système avec deux systèmes expérimentés en parallèle, un système de référence et un système innovant. Et donc le système innovant a trois objectifs à remplir: réduire l'IFT d'au moins 50%, maintenir la marge brute et augmenter la fertilité des sols. Voilà, donc je vous ai mis dessous les deux rotations qui vont être expérimentées pendant 6 ans au Comité Nord. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un article qui va paraître à ce sujet dans la pomme de terre française en fin d'année.